Zulf Lawan, Aslam Maloul. Je ne manquerai pas aussi avant de commencer cette conférence, de dénoncer l'interdiction qui a été faite au journal les informations dont je dispose jusqu'à présent, c'est que le directeur du journal, donc Ibn al-Hussein, il a pris les contacts avec Benhimar. Il a pris les contacts avec Benhimar, on est durant la communication. Il a pris contact avec le ministre aussi. L'interdiction, grosso modo, l'interdiction ne vient pas d'un circuit officiel. C'est-à-dire, grosso modo, il faut comprendre que c'est toujours la police politique, donc, qui a décidé que ce journal va s'arrêter. Bon, bien sûr, j'appelle à la plus grande solidarité, mais aussi à la plus grande vigilance. Parce que on nous les provocations, donc il faut qu'on se solidarise, il faut que ce journal réapparaisse, mais il faut qu'on reste aussi vigilant par rapport aux manipulations qui peuvent venir de cette question. Comme nous étions vigilants, je pense que tous les Algériens étaient vigilants par rapport à la question du drapeau Tmazight. Pour le thème d'aujourd'hui, bon, en vérité, la question de la constituante, en tout cas pour nous au niveau du RCD, ceci étant dit, je peux y compris prendre des libertés dans le débat pour débattre, même si c'est des positions qui ne sont pas totalement assumées par le RCD, donc dans le débat, je dis bien. Déjà, lorsque nous avons initié le processus de Mazafran, donc une transition, donc il n'y avait aucune mobilisation, c'était plutôt une initiative que nous avons prise, qui a abouti grosso modo à la conférence de Mazafran, dans laquelle il y avait une feuille de route qui portait sur la transition démocratique. Mais ce qui manquait à l'époque, c'était la mobilisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, devant un pouvoir sourd, même s'il y a une offre d'une transition, devant un pouvoir sourd, il faudrait absolument qu'il y ait une mobilisation. Nous avons appelé de toutes nos forces à cette mobilisation. Beaucoup d'acteurs, le retenir, n'étaient pas pour, ou étaient timidement pour. Donc la question, en vérité, d'une transition pour un retour à la souveraineté populaire, c'est une question de fond. Mais maintenant, il est passé à une autre étape. Ce n'est plus une période d'agitation. C'est-à-dire qu'il faut, comme ce n'est pas une période d'agitation, le mot d'ordre de l'Assemblée constituante, dans une période de reflux, est plutôt un mot d'ordre d'agitation. Quand je dis agitation, c'est au sens noble et militant du terme. Mais lorsqu'effectivement il y a une mobilisation, il faut comprendre que les choses de la mobilisation et pour aller vers une véritable souveraineté populaire, il faut donc des étapes pratiques. Donc pour cela, moi je pense que c'est un thème important. C'est pour cela que je ne voulais pas discourir uniquement oralement, donc j'ai préparé un texte qui parle un peu de la caractérisation de la révolution, donc de février. C'est pas le 16, c'est pas le 22, je pense que c'est février. Il faut qu'on retienne, il faut que l'histoire retienne, c'est février. Il y a eu Khelchla, il y a eu Kharata, il y a eu Alger, donc en réalité c'est de la révolution de février. Parce que si on ne comprend pas véritablement la nature du mouvement, on peut passer à côté dans les perspectives qu'on peut ouvrir. Donc voilà un peu ce que je vous propose pour le débat.
Donc l'intitulé du thème de la conférence peut sembler trivial pour les uns et peut-être décalé pour les autres. Pour cela, la raison est simple. Distinguer entre la convocation d'une assemblée constituante souveraine et un processus constituant souverain suppose évidemment qu'on n'est plus dans une période de slogan destiné à l'agitation, au sens militant du terme, et qu'il s'agit de proposer une démarche pratique pour une situation politique qualifiée de révolutionnaire. Pour cela, il est de la plus grande importance de caractériser le mouvement de février 2019 et de cerner les revendications avant de se hasarder à élaborer une réponse adéquate. Dans le cas contraire, on risque de lui faire porter, donc à ce mouvement, une perspective qui n'a pas encore mûri, ou de le réduire à une simple plateforme de revendication, si l'on peut dire ainsi, comme le clairon le régime, quand il a compris que la répression seule ne peut pas venir à bout de la vague déferlante. Vous avez tous entendu Tobon dire 80% des revendications sont satisfaites. Bon, donc c'est comme si c'est une liste de revendications qui ne pose pas un préalable fondamental. De ce point de vue, le mouvement de février est la jonction, de mon point de vue, de l'exclusion du pays profond, de la prise de décision depuis le premier jour de l'indépendance, symbolisée par l'éruption de l'armée des frontières pour écarter les organes de décision de la révolution, les organes de décision légitimes de la révolution algérienne pour le parachèvement de l'indépendance du pays. Donc, ceci d'une part, donc il y a une accumulation de luttes qui toutes remettaient en cause l'éruption de l'armée des frontières. C'est Boudiaf, c'est Hossein Ahmed, c'est Farhat Abbas, et puis plus loin encore, c'est la succession dans l'armée en 79, c'est 92, c'est 99 avec Bouteflika. Donc, en vérité, cette question fondamentale n'a jamais été résolue. Donc ça, avec, en conjonction, une jeunesse exaspérée par la Hougra, un chômage endémique, la répression des libertés, les détournements ostentatoires de richesses nationales sur fond de précarité angoissante pour l'immense majorité. De fait, la mobilisation interclassique, je vais expliquer, avec des va-et-vient prévisibles et qui sont dans la nature des choses de certaines couches petites bourgeoises, qui aspirent à gagner des libertés sans pour autant renoncer aux avantages clientélistes. Donc on a vu une mobilisation extraordinaire au départ. Je pense pour les vieux militants, ils savaient que ça ne pouvait pas rester comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait, c'est vrai qu'il y avait non seulement le chômage, le pouvoir d'achat, la harga, la hougra, etc. Mais il y avait aussi, pour beaucoup de couches moyennes qui ont pu se hisser dans le règne de Bouteflika, en réalité beaucoup c'est des clients, ils aspiraient aussi à avoir des libertés. Mais c'est la caractérisation de la petite bourgeoisie. La petite bourgeoisie a été toujours versatile dans l'histoire. C'est-à-dire qu'elle cherche à aller vers où il y a la rapport de force. Donc nous voyons par exemple à des moments, il y a des flux, il y a par exemple plus de mobilisation, des fois il y a moins. Mais il y a un noyau dur sur le territoire national et qui est populaire, qui sort tous les vendredis. Évidemment avec plus ou moins, donc c'est pour ça que je fais ces va-et-vient. Il ne faut pas mesurer uniquement la mobilisation par rapport au nombre qui peut devoir infléchir par rapport
Par exemple, avant le 12, il y avait un petit recul, une petite bourgeoisie, d'autres qui pensaient que ça peut se régler. Ensuite, hop, ils voient qu'en fait c'est la même chose, donc ils reviennent. Donc en fait, fondamentalement, la mobilisation est là. Donc cette mobilisation qui a touché et touche toujours tout le territoire national. Et la demande populaire qu'elle porte n'a pas pour objet, donc cette demande populaire n'a pas pour objet de propulser un courant politique porteur d'une idéologie quelconque. La pluralité du mouvement de contestation, on est l'autre preuve. On n'a pas vu, on peut revenir à des slogans qui sont sortis maintenant, et on peut débattre de ça, mais grosso modo, toute l'année 2019, il n'y a pas eu de slogans qui portent des connotations idéologiques. Donc c'est une expression unanime d'aspiration à vivre dans une Algérie de liberté, de justice et de progrès, dans un système politique où la compétition politique transparente est la règle de l'accès et à l'alternance à la responsabilité. C'est en quelque sorte la revendication d'un nouveau départ pour le pays. Une autre chose aussi, donc, cette mobilisation n'a pas objet donc, de porter un courant idéologique, mais elle ne peut pas être réduite aussi à des revendications de réforme, à une demande de réforme qui peuvent être pilotées par un sérail politique objet de discrédit et aux prises à des luttes d'intérêt que précisément il n'arrive plus à dépasser. La crise du système participant en elle-même aux facteurs objectifs qui ont conduit à l'avènement de février. Celui qui a caractérisé véritablement une situation révolutionnaire, ça reste les lignes. Pour qu'il y ait une situation révolutionnaire, il faut qu'il y ait des conditions objectives, il faut qu'il y ait des conditions subjectives. Les conditions objectives, c'est ce que Lénine appelait, par exemple, grosso modo, il dit « en haut, ils ne peuvent plus ». Donc la crise du système lui-même est un facteur de la crise générale. C'est pour ça que ce système ne peut pas s'amender. Et donc, il ne peut pas réformer le pays. Et je parlais du journal tout à l'heure, c'est une illustration extraordinaire. C'est-à-dire qu'au moment où le pouvoir qui a fait le nouveau coup d'État du 12 décembre, qui l'erronne, les libertés, etc., hop, il y a un journal qui sort dans un petit coin et il faut l'interdire. Il faut l'interdire. Donc, la crise du système est un facteur objectif dans cette situation. Tout le problème, on verra dans la suite, c'est le facteur subjectif. Est-ce qu'il y a les conditions pour organiser la révolution? C'est un peu ce que je vais développer maintenant. Il s'agit donc de répondre à l'exigence de la construction d'un nouveau contrat social qui refonde l'État national par la mise en place d'institutions et de règles de gouvernance qui émanent de la volonté populaire pour rapatrier à la fois les richesses et la décision nationale afin de prendre en charge le développement du pays qui suppose avant tout la consécration pleine et entière de la citoyenneté des Algériens et des Algériens. Donc faisons un petit état des lieux par rapport à ce que nous pouvons faire maintenant. Près de 60 ans de pouvoir militaire et 20 ans d'une politique de contrôle de la société qui avait comme axe stratégique la destruction des organisations politiques, syndicales et associatives autonomes, en combinant deux choses. 1. La répression des libertés individuelles et collectives et une fermeture du champ politique et médiatique. Avec la caporalisation des autres organisations traditionnelles qui ne sont plus des canaux privilégiés dans la distribution de la rente. Par exemple, ce n'est plus le militant ou l'adhérent du FNL ou de l'UJTA qu'on propulse socialement, mais c'est l'affairiste du coin qui vient acheter une place dans une liste électorale. Il y a une inversion.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le système qui est conçu pour permettre de désamorcer le danger urbain que représente le chômage, le danger politique, pardon, que représente le chômage urbain et la population désoccupée, les hétistes comme on dit, ne rend plus les fonctions de mobilisation et de contrôle des populations. Donc, ces organisations ont été conçues pour ceux qui sont un peu plus âgés, dans les années 70-80, ces organisations jouaient un rôle, en fait, un peu d'embrigader, il faut dire le mot. Donc, ça donnait une image, quand on adhère dans ces organisations, on pouvait prétendre à une ascension sociale. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est de faire valoir pour ce qu'on peut dire, ou ce que d'autres appellent les oligarques et la clique des oligarques. Donc, le rôle de contrôle de population n'est plus assuré. La période de Bouteflika, probablement, à cause du niveau de rente pétrolière exceptionnel, a ainsi accéléré une dislocation du tissu social sans précédent, en réduisant l'Algérie, grosso modo, à un tube digestif avec quelques caprices. C'est ainsi que l'avènement de février et en l'absence d'organisation ou d'une entité de ralliement, qu'il n'y a plus d'organisation, la destruction du tissu social a fait qu'il n'y a plus de points de ralliement, d'organisation qui portent une légitimité ou alors une capacité de regroupement pour cristalliser la demande populaire. Il faut bien construire le pôle qui peut porter l'alternative démocratique, avec d'abord ce qui existe. Il faut faire, on ne peut pas partir pour construire la solution de choses qui n'existent pas. On ne peut partir que de choses qui existent, des organisations, des syndicats, ce qui existe. En Tunisie, le GTT existe. C'est un point de ralliement. Je le dis, je ne porte pas de jugement sur le syndicat lui-même, mais son existence en tant que point de ralliement est un fait en Tunisie. C'est un peu le facteur subjectif d'en parler. C'est-à-dire que la révolution, en réalité, il faut la préparer par un parti. Et il faut construire un parti. Tout ce qu'a fait Bouteflika dans les années 90, c'est de détruire toutes les organisations. Et c'est pour ça qu'on rame pour véritablement unir le mouvement dans une perspective unitaire. Il s'agit dans la réalité de vrai à l'avènement d'un environnement dans lequel la souveraineté du peuple puisse s'exprimer. De mon point de vue, si la dislocation du tissu social, conséquence en particulier de la politique de Bouteflika, n'a pas été aussi loin jusqu'à la clientélisation d'organisations pour certaines, pourtant vouées dans leur programme à la défense d'intérêts de classe. Elles ont été clientélisées. D'une façon ou d'une autre, la force du mouvement aurait conduit à une forme de dualité, au moins partielle. On n'a pas assisté, par exemple, le BJS, c'est un peu le... Comment dirais-je? C'est le plus avancé. Mais il n'y a pas eu de dualité. C'est vrai qu'il y a tentative de faire des comités populaires, etc. Bon, mais il n'y a pas, parce que par la révolution, en réalité, ça commence par la dualité du pouvoir. Sinon, vous êtes obligé de rester dans un processus de construction d'un processus pacifique qui peut aboutir au minimum aux libertés démocratiques. Mais il n'y a pas de dualité. Tout le problème est là, et je pense qu'on peut en discuter. Une forme de dualité du pouvoir dans les premiers mois. Donc, dans les premiers mois, il y a eu des comités, même à Djed, par exemple au TNA, il y avait un début de comité, etc. Mais bon, ça n'a pas été plus loin. Pour des raisons, pour d'autres. Hein. C'est-à-dire même le travail de la police politique, il ne faut pas le négliger dans cette question-là, et les emprisonnements, et j'en passe. Hein. Donc, le pouvoir, donc la force du mouvement aurait conduit, donc s'il y avait des organisations, à une forme de dualité, au moins partielle du pouvoir, dans les premiers mois, ou probablement dans les premières semaines de la contestation dans plusieurs wilayas en localité. Ça n'a pas été le cas. En tout cas, rien de cela
ne s'est produit en une année malgré les appels à constituer des comités de base et l'appel du PAD lui-même à s'organiser par la base. Alors que faire? Devant la déferlante pacifique, l'armée s'est vite retrouvée sans façade civile, du fait de la déliquescence avancée des institutions civiles, sans aucune crédibilité et parfaitement illégitime au regard de l'opinion publique nationale. Et cette armée donc, a couvert ces institutions malgré tout. Souvenons-nous par exemple de la campagne acharnée de l'ex-chef d'état-major pour vendre le bilan de Bouteflika et faire le 5e mandat. Donc ces institutions totalement illégitimes ont été couvertes par l'armée. Le choix de la restauration du système politique fait par l'état-major, parce que c'est clair maintenant, faut pas trop... le choix qui est fait par l'état-major, c'est la restauration du système politique. Implique obligatoirement une politique d'affrontement avec les populations. De ce point de vue, et en raison du caractère pacifique du Hirak, et aussi de la faiblesse des organisations progressistes, deux situations peuvent en découler. La première, c'est l'irruption de la violence comme instrument par les masses du refus de la répression, des emprisonnements, des atteintes à la liberté de circulation, etc. C'est le calcul, au départ, d'une partie de l'état-major. C'est-à-dire faire émerger la violence à partir des populations. Donc c'est le choix d'une partie du commandement militaire qui a ouvertement instrumentalisé les divisions dans le mouvement en usant des questions identitaires, linguistiques, culturelles et régionalistes. Cet instrument de division est toujours d'actualité sous plusieurs formes. Par exemple, comme le chantage à la faillite économique. À Alger, par exemple, ces derniers temps, il y a des agents qui passent chez les commerçants, surtout les grands commerçants, pour leur dire, parce qu'il y a une baisse du chiffre d'affaires, qui en réalité est due à d'autres raisons. Premièrement, il y a beaucoup de licenciements, et un pouvoir d'achat qui est laminé, et il y a aussi beaucoup d'entreprises, par manque d'intrants qui ne travaillent plus. Mais il leur explique, alors les agents de la police politique font circuler toutes sortes d'intox, comme par exemple que la baisse du chiffre d'affaires des commerçants est une conséquence du maintien du Hirak. Donc, en fait, c'est quoi? En fait, c'est diviser, c'est-à-dire que tenter, par exemple, d'arracher une partie entre guillemets, de la petite bourgeoisie, un peu, bon, si on peut dire ça, donc des commerçants, etc., du Hirak, pour être hostile au Hirak. Actuellement, c'est le retour du danger islamiste qui est mis en avant pour calmer les ardeurs des moins avertis contre toute volonté de sortir du processus de normalisation initié par l'armée. C'est-à-dire qu'on revient à peu près à la théorie du tawfiq, c'est-à-dire, voilà, la peste et le choléra. Bon. Attention aux islamistes. Bon. Attention, on peut débattre de ça, de cette question-là, mais là, elle est plutôt instrumentalisée, initialisée par l'armée. L'option de la répression violente est toujours sur la table. Il ne faut pas perdre de vue ça. Elle le sera de plus en plus, dans le cas où les principales puissances étrangères se rallient à la feuille de route du régime. Et ça commence. Vous avez vu un peu les pays du Golfe, même la France, c'est pas très ouvertement, mais il y a beaucoup de puissances étrangères qui commencent à dire, bon, pourquoi pas? Peut-être qu'ils vont normaliser, parce qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est le commerce, c'est pas autre chose. Et le sera de plus en plus dans le cas où les principales puissances étrangères se rallient à la feuille de route du régime. Il y a une autre raison, la faiblesse de la solidarité des opinions publiques étrangères et des partis progressistes, donc de ces pays, à l'endroit du mouvement populaire. Nous n'avons pas réussi cette nécessaire solidarité car nous n'avons pas pu extraire de la confusion
sciemment entretenu par le pouvoir pour l'assimiler à une ingérence étrangère. Du fait, par exemple, qu'il n'y a pas dans le pays d'organisations fortes qui ont des liens avec des organisations, pas les pouvoirs. Donc pour susciter, y compris la solidarité internationale dont on a besoin, chaque peuple a besoin, mais dès le départ, vous avez vu un peu, bon, l'ingérence étrangère, bon, notre faiblesse, ça fait que, bon, on répète ça, même quand il s'agit d'opinion publique ou de syndicats ou d'organisations. Je ne parle pas des gouvernements. Donc ça, c'est aussi une faiblesse du mouvement. D'une certaine manière, cela reflète objectivement nos faiblesses citées plus haut. La deuxième forme, donc, je pense qu'on se retrouve un peu dedans maintenant, c'est une forme de containment. Containment, donc la politique américaine quand ils ont vu que, enfin, quand des chercheurs américains à un moment donné, ils ont établi grosso modo qu'en fait le bloc de l'Est n'a plus d'avenir, c'est-à-dire qu'il est condamné historiquement. Donc l'Union soviétique ne pouvait pas continuer à progresser pour faire l'hégémonie, donc ils ont défini la politique de containment. Bon, il ne faut pas que ça progresse en France. C'est une forme de containment qui découle du refus du mouvement de rentrer dans un cycle de violence. Donc le mouvement refuse de rentrer dans un cycle de violence et qui ferait l'affaire d'une noyauture du commandement militaire pour plusieurs raisons. La première est de jeter les discrédits sur le mouvement. Déjà, vous savez, au temps de l'ancien chef de l'état-major, on a trouvé quelqu'un, les infiltrés, France, l'autre bon, c'était un début donc pour dire qu'on est manipulé. Ensuite, sur le terrain de la violence, le pouvoir n'est pas à sa première. Et il sait parfaitement faire, vous le savez tous. Que ce soit en 90, que ce soit de la Roche, que ce soit bon, ce terrain de violence, de toute façon, bon, il le maîtrise plus que nous, puisque nous ne sommes pas organisés. La deuxième raison est que d'aucuns, parmi les pentes du régime, ne sont pas loin de préférer la confusion, voire le chaos, au maintien d'une mobilisation, ou au pire, c'est selon l'avènement d'un pouvoir du peuple qui demandera des comptes. Et il y a beaucoup, évidemment, pas uniquement parmi ceux qui sont en prison, et tout, parce qu'il y en a plein. Il y a plein qui, bon, à la limite, bon, le seul salut pour eux, c'est la confusion, c'est le chaos. Sinon, ils vont rendre des comptes. Hein. Déjà maintenant, avec la pression populaire, ils arriveront, cette pression arrivera donc grosso modo à faire toucher les plus grands corrompus. Mais alors, s'il y a un avènement de la démocratie dans une assemblée constituante, alors à ce moment-là, bon, c'est une évidence. Donc ces gens-là ne veulent pas, c'est évident qu'ils ne veulent pas de cette... Mais enfin, en conclusion, donc, par rapport au thème, il y a d'une part un environnement institutionnel dominé par une armée incarnée partout, c'est-à-dire dans l'administration, dans le monde des affaires et dans les organisations et les partis politiques dont la majorité ont été clientélisés. Tout ce magma constitue en réalité l'essentiel de la vie institutionnelle gérée et pris en otage par la police politique, véritable bras séculier de l'armée qui régente la vie publique. Toute convocation d'une assemblée constituante dans de telles conditions n'est même plus une bouteille à l'eau. Le résultat, c'est même plus une bouteille Berekasawa. Le résultat est évident. C'est la certitude de la reconduction d'un même système politique avec en prime une certaine légitimité. Jusque-là, et je l'ai souligné suffisamment plus haut dans mon intervention, les comités de base qui pouvaient incarner et constituer un pouvoir dual, parce qu'il faut un pouvoir dual. S'il n'y a pas un pouvoir dual, il faut chercher autre chose, sont du domaine de la fiction. Certains peuvent rétorquer que la ligne suivie par le commandement militaire mènera fatalement à une impasse et que fatalement une dualité va finir par s'installer.
C'est un point de vue qui ne tient pas compte des autres évolutions possibles du Hirak. Sous pression du pouvoir, de fait, mais il ne tient pas compte aussi de la situation internationale, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, comme j'ai expliqué un peu tout à l'heure sur la situation internationale. C'est pour toutes ces considérations que les forces progressistes doivent s'unir pour peser et travailler à préparer un rapport de force qui aide les forces qui portent le Hirak pour organiser une transition qui lève les obstacles pour une véritable expression de la souveraineté du peuple. Cette transition doit ouvrir un processus constituant dont l'objectif est de redonner la parole au peuple pour la refondation de l'État. Un État de droit, démocratique, un État social où l'alternance est garantie et régie par des règles démocratiques. Les conditions pour l'ouverture de cette phase de transition ne peuvent être réunies sans, premièrement, la dissolution de la police politique, la levée des entraves sur les libertés individuelles et collectives, l'instauration d'un régime déclaratif pour la création d'organisations, partis, associations, syndicats, etc., le gel des licenciements et des fermetures d'entreprises, l'adoption d'une charte des libertés fondamentales. On ne peut pas aller vers une constitution, je ne parle même pas de l'Assemblée constituante, on ne peut pas aller vers une constitution qui garantit moins de liberté que l'actuelle. C'est la question liberté et des questions d'égalité. Sur la question de Mazir, par exemple, on ne peut pas aller vers une constitution. C'est-à-dire qu'il faut, on ne peut pas, il y a un minimum que contient ce mouvement dans le Hirak, en termes de liberté, en termes d'acquis démocratique, en termes d'acquis de droit. Donc il faut c'est pour ça que je parle de cette charte. On peut évidemment discuter de contenu dans le débat. Donc l'adoption d'une charte de liberté, l'élaboration d'une loi électorale, bien sûr, et des élections générales. Voilà, j'en ai terminé en posant une question. En l'absence d'un pouvoir dual, donc il y a un seul pouvoir, il n'y a pas le pouvoir de Hirak, il n'est pas organisé, il n'est pas structuré au comité populaire. Donc pour cette assemblée constituante, il y a deux manières. Soit on la confie au pouvoir, quel c'est le pouvoir qui va organiser tout, il va aller à l'assemblée constituante. Soit on s'organise pour initier un processus, je ne sais pas quand est-ce qu'il va aboutir, mais il va aboutir, et pour effectivement donc lever les entraves, donc par beaucoup plus de liberté, la dissolution de la police politique, etc., etc. Donc pour pouvoir aller vers une assemblée constituante ou une assemblée qui pourrait être constituante, mais de mon point de vue, elle ne peut pas être une assemblée constituante d'entrée. C'est comme ça.